C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans ce nouveau numéro de votre émission Djena Sport. Merci pour la fidélité. Nous sommes encore là pour évoquer l'actualité sportive chez nous et ailleurs. Nous évoquons la nomination de Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo, choix effectué le lundi dernier au ministère des Sports du Togo, en présence bien sûr de la patronne des sports et de la Fédération togolaise de football. On analyse le processus et puis on parle de la pertinence d'avoir Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo. Dans la suite de l'émission, nous évoquons l'entame de la deuxième division nationale de football. 9 matchs ont été disputés ce mardi. La D2 est de retour avec bien sûr la 8e journée qui ouvre la phase retour. On évoque cette actualité et puis on finit par la Ligue des championnes qui se profile à l'horizon sur le continent. Ce sera une compétition zonale. On parle bien sûr de la probable participation des Amis du monde du Togo. Pour en parler, nous sommes avec des invités en studio. Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Le confrère Steven Lavon est avec nous en studio. Steven, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le monde. Edwige Djigbodi Apedo également en studio de la rédaction de Radio Djena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs. Je suis Latif Yorouma et on parle de cette actualité phare. C'est allé vite, très vite d'ailleurs. 21 avril, lancement de l'appel à candidature. 28, clôture. Et puis le lundi, c'était le 3, Steven Lavon. Le choix, c'est allé très vite. Ce n'est pas coutumier au Togo. Oui, c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde. Déjà, entre le délai déjà de dépôt de candidature, c'était assez court, on va dire. Mais en même temps, bon, voilà, quand on veut aller vite, on ne peut que faire comme ça. Et j'ai compris par cette démarche que les autorités togolaises voulaient très vite doter l'équipe nationale d'un nouveau staff technique, en tout cas d'un nouveau sélectionneur, pour justement les échéances qui arrivaient, parce que les prochains matchs étaient au mois de juin, avec le début des éliminatoires, et donc il fallait aller très vite, bien évidemment. Donc c'est aller vite, le processus est allé très vite. Dès la fin, ou bien la clôture de l'appel à candidature, rapidement, on s'est mis à table pour éplucher ces candidatures-là, et en moins de 3 jours, on avait déjà le nom du sélectionneur. Donc oui, c'est un processus qui est allé super vite. Mais ce que je peux juste déplorer, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence autour, parce que c'est vrai qu'il faut aller vite, mais il faut quand même communiquer là-dessus. Dès la fin de l'appel à la candidature, on aurait pu annoncer ceux qui ont postulé. Et puis après, au fur et à mesure, lorsqu'on a dégagé la shortlist, on peut également l'annoncer. De toute façon, l'annoncer ne veut pas dire que, en tout cas, si on l'annonce à moi, je ne vais pas leur demander de changer. Je n'ai aucun contrôle ou bien aucune influence sur quelques personnalités que ce soit dans ces comités-là. Donc voilà, mais après, bon, aujourd'hui, on a un entraîneur, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Et comme je l'ai dit, peut-être pour les prochaines fois, faire mieux, notamment dans la transparence d'un tel processus. Vous avez le même sentiment, Edwige Apedo, c'est aller d'abord vite. Vous avez également, vous partagez cet avis et puis également, voilà, pourquoi justement une telle vitesse, pourquoi également attendre la fin du processus pour donner le nom justement de ceux qui étaient postulants. C'est ce que moi je n'ai pas compris, parce que quand on a lancé l'appel à candidature, on était au courant. À la fin de l'appel également, normalement, on devait nous annoncer que c'est la fin et qu'il y a eu au moins une trentaine de dossiers. Et finalement, c'était une quarantaine, hein? Oui, bon. Parce que ça fait 35 dossiers. Donc, ça fait une quarantaine de dossiers au niveau de la Fédération togolaise de football, et que maintenant, le processus de sélection, bien de choix, commence. Et voilà, les étapes de ce processus, on notifie également cela. Même les membres des comités. Voilà, on n'a pas eu tout cela, et c'est la dernière fois, on fait le travail en catimini et on nous appelle, on nous dit c'est pour l'annonce du choix du sélectionneur. Moi, je me demande qu'est-ce qui nous pousse en fait, parce que j'ai eu plusieurs fois à le dire ici aujourd'hui, si on pense qu'on doit se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est trop tard, parce que pour se qualifier à une Coupe du Monde, c'est un travail à long terme. On ne se lève pas en 2 mois pour faire un travail, pour dire on veut se qualifier. Ce qui s'était passé, ce n'était plus ça. Le football a évolué aujourd'hui. Donc, moi, je me disais, on devait prendre le temps et peut-être nommer un intérimaire
officiellement dit, c'est lui qui gère les éperviers durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nommer un intérimaire pour cela et puis après prendre le temps pour étudier les dossiers, même si on a déjà le choix de cet entraîneur-là, l'annoncer peut-être après. Mais on a vu ce qui a tourné autour de l'annonce de cet entraîneur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la fédération... Qu'est-ce qui a tourné autour? Les spéculations de gauche à droite, l'entraîneur qui n'est pas encore disponible parce qu'il est sous contrat avec un club sur le plan africain. Il doit finir son contrat en juillet avant de rejoindre le Togo en août. Donc, on se dit que mais pourquoi se précipiter si c'était lui qu'on devait prendre? Et on se demande, on se pose des questions parce qu'on se dit, au niveau de la fédération, on a toujours doigté la fédération. La communication est un énorme problème au niveau de cette fédération-là. On ne communique pas et le ministère aujourd'hui également s'ajoute au lot de la fédération parce que le ministère également ne communique pas assez sur ce qui se fait. Grégoire Attignon, vous comprenez quand même peut-être les raisons qui auraient poussé la fédération à procéder de la sorte? Bon, moi, je tente de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Tout d'abord, quand vous voyez un peu la période d'appel à candidature, une semaine, je crois bien 21 avril, 7 jours, semaine. Au 28 avril, une semaine pour quand même permettre donc à ceux-là qui veulent postuler. Je me dis que c'est assez court pour quand même, si on veut réellement avoir. Mais je veux comprendre parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde étaient prévus sur le mois de juin, en attendant bien sûr les nouvelles informations qui circulent depuis hier. Donc c'était prévu sur juin. Donc la fédération voulait quand même avoir un sélectionneur le plus tôt, quand même pour permettre justement à l'équipe de mieux se préparer avant donc cette échéance-là. Maintenant, la dernière fois, lundi, on apprend qu'il y a un entraîneur, bien sélectionneur intérimaire. Je me dis que si vraiment on savait qu'il devait y avoir ce sélectionneur intérimaire, il ne fallait pas se précipiter et annoncer le nom de Paolo Duarte comme quoi il est le sélectionneur. On pouvait quand même prolonger cela, puisque voilà également dans le contrat, Paolo Duarte ne va pas prendre la sélection en même temps. C'est à partir donc du mois d'août. Vous voyez un peu que ça arrange finalement Paolo Duarte parce que les éliminatoires, si réellement elles sont repoussées sur le mois de septembre, vous comprenez donc ça arrange finalement Paolo Duarte et que Jonas ne pourra même plus assumer donc ce rôle d'intérimaire. Donc moi je cherche à comprendre. Vous ne trouvez pas toujours? Je ne trouve pas. Je me disais que oui, peut-être c'est parce que les éliminatoires étaient en juin. Bon, maintenant, c'est un peu ça, quoi. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a trop de clientélisme autour de ces genres de processus que la fédération a dû procéder ainsi, Steven Lavon? Non, c'est vrai aussi, parce que si on laissait le processus durer aussi, comme vous l'avez dit, ça aurait pu ouvrir la porte à d'autres brèches, justement, de clientélisme, de favoritisme. Vous savez comment ça se passe dans ce genre de processus-là. Bien évidemment, dans ça aussi, même dans une semaine là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, donc de toute façon, rien n'est à exclure. Mais en tout cas, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, je pense que dans la tête des autorités, c'est redonner à l'équipe nationale un nouveau staff, très vite. Après l'épisode Kolo Leroy, il fallait changer rapidement et permettre à cette... Parce que, quoi qu'on dise, on est d'accord autour de cette table que l'objectif n'est pas véritablement aller au Qatar. Moi-même, si on me donne le Qatar, moi je refuse. On va aller faire quoi? On n'a pas d'équipe prête. On a tout le pays même n'est pas prêt pour aller à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il y a Covid. Non, faut laisser Covid. On a des joueurs pour aller à la Coupe du Monde. En 2006, on a une équipe. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Clia, comme on le dit. C'est pas toujours la même chose du tout en 2006. C'est pas du tout la même chose. Là, cette année, c'est très très compliqué de refaire ce qu'on a fait en 2006. On dit toujours que le football, il y a des surprises, mais arrêtez. En 2006, on pouvait encore comprendre ces surprises-là. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est très très difficile d'aller faire des surprises comme ça. Donc ça va être super compliqué. Vous avez fait une surprise avec qui? C'est ça le problème. Donc non, il faut oublier. Et donc moi, j'estime que l'objectif premier aujourd'hui pour le football togolais n'est pas d'aller en Coupe du Monde. Et donc, l'objectif, c'est de retrouver une CAN. Et donc, pour retrouver une CAN là, il faut quand même reconstruire, commencer par reconstruire. Ou bien, poursuivre la reconstruction, entamée par Paul Leroy, puisqu'il a toujours dit reconstruction. Poursuivre cette reconstruction-là et justement arriver à maturité au début des éliminatoires de la CAN 2023, qui doit être le véritable objectif du Togo. Parce que moi, je le dis toujours, si on veut grandir en tant qu'équipe nationale au Togo, c'est enchaîner les CAN. C'est pas aller à la Coupe du Monde. On va faire peut-être une Coupe du Monde. Ça va nous ramener de l'argent, mais souvent, on n'en fait même pas grand-chose. Mais c'est mieux pour nous d'enchaîner les CAN
aller à chaque participation, faire grandir les joueurs, faire grandir même l'organisation autour de l'équipe, etc. Ça va nous permettre d'obtenir plus de choses. Parce que la Coupe du Monde, dans notre cas, le Togo, on ne pourra pas la faire chaque 4 ans. Alors que la CAN est plus accessible chaque 2 ans. Vous voyez? Donc il faut faire un choix qui est viable. Il faut faire... C'est pourquoi je dis aussi toujours que, en fait, le problème du Togo, de nos autorités, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme. On ne s'arrête pas aujourd'hui, on dit, ok, la vision, c'est d'aller à la CAN 2025, aller en 8e de finale ou aller en quart de finale. Et on se prépare pour ça. Le problème au Togo, c'est qu'à chaque début de compétition, on dit on veut aller à la CAN. On ne réussit pas. La prochaine, on dit on veut aller à la CAN. On veut aller à la CAN. Ouais, c'est un peu comme les équipes de première division. Exactement. Chaque année, on veut être champion. On veut être champion. On va être sur le continent. On va être sur le continent. Alors, le choix a été fait vite ou peut-être des raisons. De toutes les façons, il y a eu un choix et c'est Paulo Duarte. Quelle est la pertinence, selon vous, du choix de Paulo Duarte comme patron des éperviers du Togo? Edwige Apedon. Bon, je sais que dans son palmarès, il a été 3e de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec le Burkina Faso. Oui. Il avait déjà tenu le Burkina Faso en 2007 où c'était en phase de groupe ils ont été éliminés avant qu'ils ne reviennent en 2017 pour cette 3e place-là. Au-delà de cela, il était au Gabon également avec la sélection gabonaise. Après, il n'y a pas eu un résultat très probant au niveau du Gabon. Après, il s'est engagé avec des clubs sur le continent. Et le dernier, c'est Primero de Augusto. Aujourd'hui, je me demande... probablement c'est par rapport à ces résultats que la fédération a décidé de prendre le portugais. Maintenant, au-delà de ces résultats, on prend la personne elle-même. Je pense que il a un vécu sur le continent, il maîtrise le continent, il maîtrise certaines sélections déjà. Et dans la vision de la fédération, on est en train de voir comme quoi on veut casser en fait avec ce qui s'est passé avec Claude Leroy. Donc, il faut ramener peut-être un autre style de football avec une autre vision. Et l'autre style, ce n'est pas un style français, mais un style portugais. Parce qu'il y avait des entraîneurs en français qui ont déposé leur dossier, mais qui n'ont pas été choisis, qui ont également vécu sur le continent. Donc, je pense qu'on veut changer un peu les choses. Donc, il peut faire le travail si on l'aide à faire le travail, s'il a les moyens pour faire ce travail-là. Parce qu'il a eu les moyens, il a eu la possibilité de dérouler ce qu'il avait comme compétences au Burkina Faso, il a été 3e. Donc aujourd'hui, si on lui donne ses moyens également au Togo, il pourra faire ce travail. Ce travail-là. Ouais. Dans l'explication du secrétaire général de la fédération par rapport justement au processus, par rapport à certains critères, alors il a dit qu'il y a eu un choix difficile à faire sur les 5 derniers dossiers. Et voilà, le processus qui a prévu une shortlist de 3 a finalement eu une shortlist de 5. Oui. On se dit, est-ce que c'était finalement par tirage au sort ou comment, puisqu'ils n'ont pas pu départager les 5 derniers dossiers, Grégoire Atignan? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand vous voyez un peu cette shortlist, vous voyez des entraîneurs comme Alain Giresse, comme Paul Pout, on parle de Laurent Rousset et on parle de Paulo Duarte. Hugo Bruce. Hugo Bruce également. Et quand vous voyez un peu, parmi ces 5, il y a Hugo Bruce qui a remporté la CAN avec le Cameroun. Mais c'est également une seule fois, je pense. Oui, mais ça fait partie donc de son palmarès. Et Paul Poutz qui a été finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso. Bon, il y a Alain Giresse également qui a du vécu sur le continent. Les demi-finalistes. Voilà, quand on parle de ceux-là qui ont quand même de l'expérience sur le continent, je me dis que Alain Giresse dépasse tout le monde. Si on veut parler donc de celui-là qui a de l'expérience sur le continent, Alain Giresse, on l'a beaucoup plus connu sur le continent africain. Il a beaucoup pris les équipes nationales. Maintenant, moi personnellement, je ne sais pas ce qui a milité en faveur de Paulo Duarte. Mais vous ne savez pas, mais il y a la fédération. Peut-être la prétention, ça a donné. Oui, j'en viens. Quand vous prenez également ces entraîneurs, Hugo Bruce. Et puis le colonel Apovi a parlé d'un palmarès éloquent. Oui, mais pour Paulo Duarte, palmarès éloquent. Oui, ceux-là qu'on vient de citer, Latif, ceux-là qu'on vient de citer, les 5, et parmi les 5, celui-là qui a le palmarès éloquent, c'est Hugo Bruce. C'est lui seul qui a remporté. Oui, sauf qu'il a juste une sélection et puis une CAN. Oui, il y a la somme de plusieurs aventures. Mais il a gagné.
Il a gagné cette compétition-là. Maintenant, je voudrais aussi parler de l'âge. Oui. Il y a également peut-être l'âge qui a joué en faveur de Paulo Duarte. Et Djigbori évoquait tout à l'heure la prétention salariale. Peut-être que parmi les 5, peut-être que c'est pour Paulo Duarte qui est un peu plus accessible à la fédération, bien à l'État togolais. Et c'est pourquoi finalement c'est lui qui est choisi. Steven Lavon, le processus, vous avez parlé d'entrée de quelques aspects qui n'ont pas été véritablement mis à la lumière, en tout cas de tous. Alors, shortlist de 5 non départagés, mais au final, un choix, tirage au sort ou comment? Bon, je ne sais pas, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, c'est difficile puisqu'on ne sait pas véritablement sur quoi se sont basés les membres des commissions pour travailler véritablement. Mais moi, de mon avis, ce dont je voulais parler, en fait, dans ce choix-là de Paulo Duarte, et ce qui me plaît d'ailleurs là-dessus, parce que c'est un choix qui me convient, je vais dire. Si je prends la shortlist, moi, c'est un choix qui me convient. Parce que il a un profil d'entraîneur jeune, il a 52 ans, c'est bon, il est jeune, il est ambitieux et quelqu'un de très pragmatique. Sur ces dernières expériences, j'ai eu quand même à le suivre avec le Burkina et le Gabon. C'est quelqu'un, surtout au Burkina, il a remodelé cette équipe-là, rappelez-vous, cette équipe-là jouait très très bien. Surtout en 2017, il a très très bien joué. Il a fallu quelques... Exactement, voilà. Ils ont joué à la 3e place de la Hervé Kofi qui a voulu être beau, sinon ils auraient pu encore jouer la finale. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un entraîneur qui fait jouer ses équipes et ça, on veut bien avoir ça parce qu'il ne s'occupe pas de gagner. À un moment donné, si on gagne tout le temps, même on va dire qu'il ne joue pas bien. Donc ce serait bien qu'on joue bien et qu'on gagne. À côté de ça, parce que bon, je ne veux pas revenir sur le processus, parce que lorsque vous voyez la shortlist, moi j'ai été surpris par des noms sur la shortlist là. Parce que déjà dans les critères, dans la première candidature, on nous a parlé d'entraîneurs de moralité. Quand je vois 2 gars là-bas qui ont été accusés on va dire, de corruption, Paul Poutre, le très récent, après la CAN 2019 avec la Guinée. Il est même, je pense qu'il a fait encore devant le TAS. Donc ces mecs-là se retrouvent dans une liste où on nous dit que bonne moralité. Laurent Rousset aussi, c'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes avec la justice. Bon, voilà, moi ça me gêne un peu. Je ne veux pas revenir sur tout le processus. Le plus important, c'est qu'on a un coach. Heureusement qu'on les a pris au coin d'eux, parce que ça, dans ce studio aussi, j'aurais en tout cas bien eu. Et puis après, comme Grégoire l'a dit, oui, il y a le facteur âge. Hugo Bros et Alain Giresse, entre guillemets, sont un peu vieux, ils sont quasiment dans la même tranche que celui qui vient de nous quitter. Oui. Et vous êtes d'accord avec moi? 68 ans, 69 ans. Vous êtes d'accord, si on les ramenait, on va être les premiers à dire que bon, on ne va pas encore nous ramener des vieux. Donc, c'est pourquoi je dis, dans ce lot-là, je pense que Paulo Duarte était le bon, sans citer tout ce qu'il a fait. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu l'avantage de travailler en sélection et en club. Parce que, à part le Burkina Faso et le Gabon, il a eu à travailler au CS Fassi en Tunisie, avec qui il a disputé la Coupe de la Confédération. Et puis aujourd'hui, il est au 1er agosto, club avec lequel il est premier du championnat en Angola. C'est pas donné parce qu'en Angola, il y a beaucoup de très très bons clubs. Le Inter Clube, le Petro Luanda, il y a beaucoup de clubs. Donc, pour vous dire, maintenant, le plus important, sur le papier, c'est un bon entraîneur. Mais entre le papier et le terrain, il y a tellement de distance. La réalité du Togo, justement. Paulo Duarte qui arrive dans 3 mois. On va le dire. Dans 3 mois, est-ce que c'est déjà une stratégie? Parce qu'on a vu Claude Leroy également quand il arrivait. Claude savait déjà qu'il allait prendre les éperviers, mais il y a eu la 3e journée, il y a eu la 4e journée, la double confrontation face à la Tunisie où il était dans les tribunes. Est-ce que de loin, c'est pratiquement le même schéma? Duarte qui devrait voir de loin peut-être les 2 premiers matchs du Togo, Sénégal-Togo, Togo-Namibie, Edwige Apedo? Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les matchs-là se joueront en juin. Donc, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, si les matchs se joueront en juin, c'est une stratégie. C'est une bonne stratégie parce que l'entraîneur va arriver. Il doit voir également les joueurs. Il ne va pas se jeter à l'eau. Il ne va pas se jeter à l'eau. Il doit observer les joueurs, observer l'équipe sur le terrain, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on parle de reconstruire cette équipe-là. Il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent plus revenir en sélection si on veut reconstruire réellement. Pourquoi vous ne mettez plus là, c'est une porte fermée. Oui, il faut fermer la porte aujourd'hui parce que quand on parle de sélection, c'est les meilleurs. C'est pourquoi on parle de sélection. Non, on prend les meilleurs. Se réinventer. On prend les meilleurs. Ce n'est pas en sélection qu'on vient se réinventer. C'est un club. Ils vont se réinventer en club. Non, c'est un club qu'on se réinvente. C'est un club qu'on est performant et
parce que vous êtes performant en club, on vous amène. Et il y a des choix. Chaque sélection a ses critères, en fait, de sélection des joueurs et tout ça. Mais, sincèrement, je ne connais pas les critères du Togo. Mais on se base sur la performance au niveau du Togo. Maintenant, il doit observer ces joueurs sur le terrain. Heureusement ou malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe actuellement parce qu'il y a des terrains qui sont suspendus et tout ça et qui également mettent un frein, on va dire, au développement du football en Afrique. Et tout. Mais il y a des aspects, vous avez parlé... Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. S'il arrivait véritablement que les matchs des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde ne tiennent plus, mais je crois que les fédérations doivent trouver une autre issue, des matchs amicaux. Des matchs amicaux. Et je crois que ça peut également permettre à Paulo Duarte de voir de loin cette équipe-là. Sur ces matchs amicaux. Justement, puisqu'il y a quand même Jonas qui est là pour assurer donc l'intérim. Avant justement de parler de Jonas, on a parlé de Duarte au Burkina. Il semblerait même qu'il est venu par 3 fois au Burkina. Il est au Gabon. Sauf qu'au Burkina, c'est en 2017 qu'il a quand même été performant. Mais en 2017, il y avait quand même aussi une très bonne équipe du Burkina Faso. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Hugo Boss qui a remodelé cette équipe-là. Son premier passage, il a fait 4 ans. Oui. 2008-2012. Il a fait 2 CAN. 2010-2012. Il connaît bien. C'est quasiment tous ces gars-là qui étaient... Qu'il a retrouvé en 2017 à maturité. C'est la même équipe qui était là également en 2013. En 2013. Cette équipe-là que Paul Pouta a menée. Voilà, et c'est cette équipe qui est encore revenue retrouver... Les Bansé, les frères Kaboré, Traoré qui sont arrivés après. Donc voilà, c'est un travail, comme on le dit, en fait, c'est ce qui doit être fait. Donner le temps aux sélectionneurs. C'est vrai qu'en Afrique, on n'est pas toujours patient. Mais après, je peux comprendre qu'au Togo, on est en train d'arriver vers là. Parce qu'on a eu un entraîneur qui a fait 5 ans. C'est la première fois qu'on avait ça. Et je vois que sauf qu'il a fait des fondations. Et le contrat donné à Duarte, c'est 3 ans. C'est rare de voir ça au Togo. Donc, je suis en train de voir qu'on est en train de comprendre que quand même, pour les entraîneurs, il leur faut du temps. Le temps, la stabilité, leur donner les moyens de préparer ça. Donc, je pense que si on s'inscrit dans ça, là, avec le travail que Paulo Duarte a toujours fait, je pense que ça peut aussi... 3 ans, justement, le Togo a raté 2 CAN. Il y a une CAN qui arrive en 2023 pour nous, parce que la 2022, c'est déjà cuit. Alors, peut-être 3 ans, il peut avoir des excuses si on ne se qualifie pas pour la Côte d'Ivoire. Ce sera peut-être pas suffisant. Je dis ce sera peut-être pas suffisant, parce que c'est pas aussi... Parce que l'autre souci aujourd'hui, il faut quasiment tout reconstruire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il faut tout casser. Voilà, il faut quasiment tout reconstruire. Le colonel l'a dit, il faut reconstruire, un sélectionneur pour reconstruire. Mais au même moment, dans le même discours, on parle en fait, de mondial Qatar 2022. Merci Latif. C'est l'occasion justement de le dire à nos autorités. Je dis encore une fois, je lui ai dit tout à l'heure que la communication au niveau de nos institutions n'est pas bonne du tout. Moi, je leur demande de tenir un discours franc et pragmatique, réaliste. Dites aux gens, aujourd'hui, ce qu'on veut, construire une équipe jusqu'à Istan. On ne veut pas aller forcément à CAN 2023, par exemple, parce qu'on sait que notre équipe n'est pas encore prête. Comme ça, nous, journalistes, le public, tout le monde sait dans la tête, ok, on est en train de faire quelque chose. Mais quand même vous, autorités, vous dites déjà, il faut qu'on se qualifie à CAN 2023, quand vous amenez un entraîneur qui ne le fait pas, bon, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voyez? Donc, en fait, c'est les discours. C'est les discours. Même à Paulo Duarte, il faut qu'on lui tienne le discours. Ok, on te donne un contrat de 3 ans. Peut-être que ça ne va pas suffire pour aller à CAN 2023. Mais, commence déjà par nous. Il se peut qu'on peut y aller ou bien on ne peut pas y aller. Mais on verra comment ça va se passer. Vous voyez? Donc, c'est un peu un dialogue, un discours. Et puis, ça va... Parce que si on se lève tous les jours, à la veille de chaque compétition, on veut y aller comme aujourd'hui. Personne ne va nous dire qu'on va aller au Qatar. Si on veut justement être à la CAN 2000 en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr qu'on est oui, s'il veut être, il va falloir se qualifier. Là, il sera obligé de ne pas tout casser. Non, mais il doit tout casser. Et s'il doit tout casser, alors, il faut quand même lui donner le temps peut-être pour la CAN 2025. La CAN 2023, peut-être, c'est un test pour lui et l'équipe qu'il est en train de reconstruire. Je vais parler des éliminatoires. Pour lui et l'équipe qu'il est en train... Bon, si je parle qu'il est en train, c'est parce qu'il va arriver. Maintenant, peut-être si on se qualifie, mais il ne faut pas mettre trop de pression aux gens. Si on se qualifie, ça dépend de la poule et puis ça dépend de nos performances. Peut-être qu'on commence un travail, ça peut prendre dès maintenant. Les joueurs qu'on convoque et tout ça se retrouve dans la stratégie, dans le système du sélectionneur. Donc ça peut prendre
immédiatement. Maintenant, ça peut ne pas prendre également. Et donc, si on se qualifie par hasard à la CAN 2023, on joue. Mais on joue pour continuer cette préparation, cette construction qu'on est en train de faire. On ne va pas dire, on est par exemple qualifié, on veut aller jouer la finale. Non, ça ne se fait pas comme ça, on ne se lève pas. Maintenant, on prépare l'autre CAN qui va venir, l'après Côte d'Ivoire. On prépare l'après Côte d'Ivoire. Ça devait être à la Guinée, je crois bien. Je pense en bien. 2025. En 2025. Donc, on prépare l'après Côte d'Ivoire et on se dit, maintenant, CAN 2025 en Guinée, on doit se qualifier, on doit jouer telle phase. Voilà. Là, ce sont des objectifs fixes et réalistes. Mais si dès aujourd'hui, vous parlez du collègue qui parle de la Coupe du Monde, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit oublier cette Coupe du Monde 2022. On est dans une poule où je ne veux même pas citer des noms, mais ça sera compliqué pour nous. On va jouer ça, après on va jouer encore d'autres phases avant d'imaginer qu'on se qualifie ou pas. Donc il faut avoir des objectifs clairs et précis, parce qu'aujourd'hui au Togo, on se lève à chaque compétition, on dit on veut tel. Mais c'est un travail qu'on fait à la base. Et c'est un travail à long terme. Aujourd'hui, le football n'est plus comme hier. Si Togolais... Grégoire, vous voulez ajouter quelque chose avant? Oui, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec Claude Leroy. Claude Leroy, il était venu en 2016. L'objectif assigné à Claude Leroy, c'était de qualifier le Togo pour la CAN 2019. Voilà. Mais il n'a pas eu de bonus. Il est venu retrouver ce bonus-là et il a disputé cette Coupe d'Afrique. Imaginez donc si déjà le Togo n'avait pas fait un bon résultat lors de ces éliminatoires de la CAN 2017 avec Tom Saint-Fit, le Togo n'allait pas se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, l'objectif assigné à Claude, c'était de qualifier l'équipe pour la CAN 2019. Il ne l'a pas fait. Pour la CAN 2021, il ne l'a pas fait également. Mais nous sommes déjà éliminés pour la CAN 2021. 2022, qui se jouera en 2022. Voilà que l'objectif qu'on va assigner à Paolo Duarte, c'est obligatoire d'aller à la CAN 2023. Moi, je ne crois pas. Parce que si c'est un contrat de 3 ans, il va falloir qu'on oublie un tout petit peu cette CAN 2023 là. Exactement. Et se projeter justement sur la CAN 2025. Si accidentellement on se qualifie, oui. Voilà. Oui. Ils étaient 6 Togolais sur la liste. Alors, qui a dit que le Togo n'a pas de technicien de haut niveau? Ils étaient quand même 6 sur les 35. On a cité Afouati, Nibombe Daré, Jonas Kokou, et Samuel Ekwe Galen. Il y a également Abalo Dossé et puis Tchanili Tchakala. Alors, c'est quand même bien d'avoir essayé, Grégoire Attignon. Oui. Personne n'a dit que des Togolais n'ont pas de niveau. Mais seulement quand vous avez en tout cas le diplôme, il va falloir que tout le monde le sache. Moi, je ne savais pas que Samuel Ekwe Galé à ce niveau-là, sincèrement, je ne savais pas. Je ne savais pas que Afouati à ce niveau-là. Aujourd'hui, à ce diplôme ou ce niveau. Oui, le diplôme. C'est deux choses. Le diplôme. Mais si on te dit que tu as le niveau terminal, bien. Licence, la licence, le niveau licence. Bon, maintenant, on voit que oui, qu'il y a véritablement des Togolais qui ont également ces diplômes-là. Maintenant, c'est la prestation sur le terrain. Quel palmarès ces entraîneurs togolais ont? C'est un peu la question. Nibombe Dari, il a fait sa preuve où? À Balodo, c'est à partir donc de 2015. 2015. Oui. Il a fait 6 ans. Il a fait 6 ans avec les éperviers. Vous voyez, c'est un peu énorme. Maintenant, les autres, Samuel Ekwe Galé, c'est un entraîneur d'un club de 2e division. Jonas, oui. On a vu ce que Jonas a fait avec la sélection des jeunes du Mali, également de Djibouti. Aujourd'hui, il est entraîneur d'un club togolais. Et les autres, Tchanili Tchakala, bon, lui, on ne parle plus de lui parce que lui, il a déjà pris l'équipe nationale. Le palmarès, ce n'est pas seulement les résultats. Le palmarès, c'est que ancien postulant pour le choix du Togo, ça fait partie aussi du palmarès. Ces Togolais, les 6... ça rentre quand même dans l'histoire. Bah oui, bien sûr, c'est déjà bien. Moi, j'ai pris l'habitude de les suivre, en tout cas ces anciens joueurs-là, ces dernières années. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de passer leur diplôme. Et donc, je n'ai pas peur pour l'avenir. C'est-à-dire que, ce que je vais dire, c'est, en fait, quoi qu'on dise aujourd'hui, nous-mêmes, Togolais, ne sommes pas prêts pour avoir un entraîneur togolais à tête de l'équipe nationale. C'est ça la vérité, en fait. C'est ça la vérité. C'est vrai, on peut voir partout sur les réseaux sociaux, je vois les gens écrire pour qu'on ne fait pas confiance à nos frères. Non, ils écrivent, mais comment on dit ça? Ils écrivent, mais ils ne le pensent pas.
Ils ne pensent pas. On n'est pas prêt. Togolais n'est pas prêt pour avoir un entraîneur togolais à la tête de l'équipe nationale. D'accord? Et je pense que ça, nos autorités aussi le savent. Parce qu'ils savent comment le Togolais fonctionne. On va mettre un là-bas tout à l'heure, vous savez nos querelles. Non mais, il faut se dire la vérité en fait. On met un là-bas, ses frères disent, on était à sélection, lui là, on était ensemble, là, oui, voilà. Des trucs comme ça là, vont sortir, vont commencer par sortir. Et le gars ne va jamais être tranquille. L'exemple est déjà là. Jamais être Tchakala. Tchakala est passé par là. Donc pour moi, je pense que oui, c'est pas grave. On a toujours besoin, en tout cas, d'un expatrié. Mais je sais que dans les prochaines années, on va finir par... Parce que même les pays voisins dont on parle aujourd'hui, on nous dit le Sénégal, aujourd'hui, Aliou Cissé, mais depuis combien de temps on a Aliou Cissé? Avant lui, qui était là, ils ont changé les blancs, jusqu'à un moment donné, ils ont dit, ok, au Ghana, c'est la même chose. Les autres pays, c'est toujours comme ça, en fait. Le jour où la mentalité du Togolais même va se tourner véritablement, vous allez voir qu'on va prendre, on ne va même pas passer peut-être d'appel à la candidature. On va juste discuter avec et puis on le prend. Maintenant, d'autres pays ont commencé aussi une nouvelle politique, Mali, Guinée, en intégrant quand même ces anciens qui commencent aussi à avoir le diplôme dans les staffs pour également avoir de l'expérience. Oui, c'est ce qu'ils devraient faire parce qu'aujourd'hui, dire qu'on doit prendre un entraîneur togolais pour les éperviers Steven l'a dit, on n'est pas prêt pour cela, sincèrement. Parce que tout le temps, on se critique. On ne veut pas sortir de notre... on n'est pas tolérant du tout envers nous. On a d'autres mentalités, en fait. Maintenant, le staff qui va venir, il faudrait qu'il y ait un adjoint togolais à Paulo Duarte, parce que je sais qu'il a un adjoint fidèle, c'est un Burkinabé, mais je ne sais pas trop. Oui, je ne sais pas trop comment les négociations se font. Il va venir forcément avec lui. Donc on aura deux adjoints peut-être. Oui, donc s'il vient avec lui, donc ça veut dire qu'il faut forcément avoir un Togolais. Peut-être que le contrat c'est un package. Maintenant il vient avec son adjoint, mais quand même il faudrait avoir un adjoint togolais. Il faudrait que cet adjoint togolais puisse grandir avec le nouveau sélectionneur. Maintenant, il y a la sélection locale, parce que j'apprends que celui qui gérait la sélection locale ne sera plus à la tête de cette sélection. Donc, il aurait peut-être eu des discussions avec c'est ce que je dis là, la fédération ne communique jamais. Donc, c'est des spéculations qui sortent. C'est quand les spéculations dépassent maintenant la fédération concernant un communiqué. Donc, on va continuer dans ces spéculations-là, parce qu'il paraît qu'il a discuté avec le président de la fédération, je parle d'Abalo Doucet. Aujourd'hui, on sait, quand on regarde un peu le comportement de la fédération et la vision, c'est qu'on ne veut plus faire avec les anciens. Donc ça veut dire qu'Abalo Doucet probablement ne sera plus à la tête de l'équipe locale. Et donc celui qui doit être l'adjoint de Paulo Duarte, au-delà de son adjoint personnel, il faudrait que ça soit un Togolais qui a le diplôme, parce qu'il y a eu 5 qui ont déposé les candidatures. On a déjà fait confiance à Jonas pour l'intérim. Donc probablement, soit on intègre Jonas dans le staff en étant adjoint et il gère en même temps la sélection locale, ou soit ce n'est pas lui, on prend une autre personne de cette liste-là de ceux qui ont osé. Quand on prend Nibombe Daré, je pense que Nibombe Daré a le meilleur diplôme des Togolais, non? Actuellement. Mais avec Apoati, ils ont le même diplôme. Ils ont le même diplôme. Donc, par exemple, on peut faire appel à ces personnes-là pour qu'ils aident, pour qu'ils apprennent. Et comme on le dit, dans les années à venir, on connaît déjà les gens là, on sait qu'ils sont là, ils travaillent avec telle personne. Donc, on pourra probablement confier cette sélection-là à cet Togolais. À cet Togolais-là, diplôme UFAA, je crois que Samuel Ekougalé là également. Oui, il a également. Ils sont 3. Voilà ce qu'on pourra dire. Justement, on aurait peut-être tout touché par rapport à Paulo Duarte qui devrait arriver. Les Togolais, l'accueil à Mama Togo dit quel accueil à bras ouverts. Il faudrait également que Duarte réserve aussi un accueil chaleureux au public togolais, c'est-à-dire que accueille également Maman Togo. Voilà, bonjour à notre Maman Togo. Vous êtes toujours sur Radio Djena, nous sommes avec Steven Lavon, Grégoire Attignon, Edwige Apedo. On évoque la D2 qui a démarré, enfin, parce qu'on pourrait ne pas la jouer, mais finalement elle a démarré. Steven Lavon, il devrait avoir des montées cette année. Bah oui, forcément. Et peut-être des descentes aussi. Bah oui. Ce qui est tout à fait logique.
Bon, oui, c'est bien déjà de commencer parce qu'on ne peut pas jouer une D1 sans jouer la D2. Ce qu'on a toujours déploré, c'est justement ça. On joue la D1, la D2, peut-être on ne joue jamais la D3. Parce que ceux qui tombent à D2, ils vont où? Donc, ça a toujours été le débat. Donc, aujourd'hui, c'est déjà bien d'avoir au moins les 2 premières divisions être jouées régulièrement. Et donc, c'est bien que lorsque la D1 a commencé, il fallait entamer aussi la D2, ce qui a commencé hier. Donc, c'est bien. Maintenant, comme tu l'as dit, il va y avoir forcément des montées dès décembre. Et on sait qu'il y a tellement de clubs historiques en D2 qu'on a peur que certains ne se retrouvent en D3. Et que ces clubs disparaissent. Et ne disparaissent justement. C'est très, très compliqué. Mais en tout cas, comme d'habitude, c'est une des 2 qui va être très difficile. Et cette formule à 3 poules, avec même 6 équipes. Et puis même pour passer à play-off en 3. Bon, oui. Play-off en haut, play-off en bas. Voilà, play-off en haut, play-off en bas. Ça va être super difficile. Oui. Ça va être très, très difficile. Donc voilà, il faudra être costaud. Surtout dans cette période de Covid où les matchs s'enchaînent. On le voit déjà en D1, les matchs s'enchaînent. C'est pas évident pour des joueurs qui sont restés à la maison pendant plusieurs mois. Donc, il va falloir juste être costaud déjà au niveau des joueurs et puis même au niveau des présidents de club. Parce que vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Parce que dans cette histoire de Covid-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus assez de mouvements, même s'il y a des clubs ou bien des endroits où on se plaint. La dernière fois sur une radio, il y a un président de Ligue au Nord qui se plaignait d'avoir... ces clubs se déplaçaient un peu trop. Oui. C'est-à-dire au nord à Mango là, au lieu de jouer à Dapaon. Oui. C'était le président de la Ligue des Savanes, Amadou Nouroundine. Voilà. Aucun terrain n'a été retenu dans la savane. Compliqué. Donc vous imaginez, eux au moins ils souffrent encore. Donc bon voilà. Mais en tout cas sur le terrain, on a vu que hier la compétition a démarré et que bon voilà, c'était qu'on avait déjà pris la chose par le bon bout. Oui. Ils savent que ça va être difficile, donc il faut prendre déjà le maximum de points possible. Et maintenant, aux autres maintenant de se réveiller aussi. Avec des résultats déjà surprenants, hein. Akno a battu Kakadle de Doufelgou. Il y a également Kotoko de Lavier qui quand même fait partie des favoris, battu par Agua de Koussountou. On a vu un intéressant match, hein. Edwige n'était pas au terrain, mais elle a suivi à la radio. Un intéressant match dans le derby du Grand Lomé entre la JCA et Agaza de Lomé. Il y a eu Asfosa qui lance déjà sa saison par une victoire face à Arabia de Tabligbo. Grégoire, vous avez suivi ce match. Oui. Il était aussi intéressant. Oui, il était dans le contenu. Oui, dans le contenu, il était très intéressant parce que chaque équipe a eu sa période de jeu dans ce match. En première période, c'est Asfosa qui avait fait le jeu avec en tout cas une bonne organisation au milieu du terrain où on procédait par les côtés. Mais à la fin, il y a ce but-là qui est arrivé parce qu'il y avait quand même une très bonne défense d'Arabia aussi. Mais il y a eu une petite hésitation et donc ce but est arrivé à la 43e minute. Mais c'est en deuxième période que le jeu a été beaucoup plus intéressant avec la réaction des Chameaux. Ils ont couru derrière l'égalisation, ils n'ont pas eu ce but-là. Ils ont eu des occasions dans ce match, mais il y avait également une bonne défense de la Sauce. En plus, un jeune gardien, Nourou Mohamed, un gardien entre 18 et 19 ans, qui a beaucoup plus surpris hier. Mais en fait, l'essentiel pour l'équipe de la Forêt Sacrée, c'était d'avoir les 3 points parce qu'on a un objectif du côté d'Ablogame, c'est véritablement quitter cette deuxième division-là parce que le club là dure trop dans cette division. Il faut quitter véritablement cette deuxième division et venir en première division. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas sa place. Bon, Asfosa, selon les dirigeants de ce club, Asfosa ne méritait pas cette deuxième division là, d'être constamment dans cette deuxième division. Que des équipes comme Soudan, Amiens ont disparu de la scène. Je veux parler de la France. Donc, voilà quoi. Mais en fait, je crois que moi si les deux équipes là se quittaient sur un match nul, ça ne surprendrait personne. Parce que Arabia méritait également ce but égalisateur. Donc ça suppose que Asfosa a su tirer son épingle du jeu. Hier, le scénario à Blogame, on dirait une petite victoire pour Agaza, parce que Agaza a égalisé à toute fin de match, à 3 minutes de la fin du match, face à une équipe de la JCA qui, c'est vrai, a souffert, mais a eu plus d'occasions de but qu'Agaza. Oui, une équipe entreprenante au niveau d'Aguanivé. Je pense qu'Agaza a toujours joué pour la montée, mais Agaza, sur le terrain, c'est toujours compliqué. C'est comme aujourd'hui à Sfosa. Les dirigeants parlent toujours de la montée. On parle tout le temps de la montée, mais on ne fait pas le travail pour. Quand vous prenez cette équipe d'Agaza, je ne sais pas si
ceux qui avaient joué la saison qui n'est pas achevée, là, sont toujours là. Agaza a quand même fait des recrutements. Il a une très bonne équipe. Une très bonne équipe, mais il y a eu un changement. Oui. Au niveau d'Asfosa également. Des joueurs beaucoup plus matures. Au niveau d'Asfosa, il y a eu des changements. Oui, il y a eu des changements. Beaucoup à Asfosa, à chaque saison, il y a des changements. Et il faut dire qu'il y a également il y a certains éléments de l'effectif de la saison dernière qui sont là. Mais il n'y a pas de continuité, en fait. C'est ce dont je veux parler. Il n'y a pas de continuité. En dehors de c'est difficile de jouer la deuxième division. Vous devez avoir une équipe solide pour pouvoir vous maintenir d'abord. Et après, penser à la montée. Parce que le maintien devient compliqué quand vous enchaînez les matchs. Et aujourd'hui, on est dans un championnat où c'est difficile, en fait, de se maintenir. Donc, avoir une équipe solide. Quand vous prenez, par exemple, Asfosa, aujourd'hui, on me parle de certains joueurs, j'ai pris, mais quand même, il y a un peu d'expérience. Mais je me demande si ça peut tenir jusqu'à la fin. À Gaza, vous avez parlé d'une équipe. Je dois suivre à Gaza sur le terrain pour voir comment à Gaza sera, comment l'équipe... Il y a Apia Serlom, que beaucoup connaissent, qui est là en défense. Il y a Mekoudi Elom, qui est également là. Donc, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience au niveau de l'attaque également. D'accord. Donc, c'est un travail sur le long terme qui doit se faire parce qu'il faut se maintenir d'abord. Maintenant, il y a l'étoile filante de côté qu'on oublie. Parce que l'étoile filante également veut revenir... Le premier club du Togo, ou bien la première équipe du Togo. C'est la deuxième équipe qui a le plus de titres, non? Après, c'est Massy. Oui. C'est la deuxième équipe. Donc, je dis, aujourd'hui, il y a l'étoile filante également qui veut revenir. Et qui a lancé... Je voudrais ajouter par rapport à ce que Edwige dit, vous voyez un peu, je donne toujours l'exemple de l'entente de Dolomieu. Ils ont gardé cet effectif-là pendant 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, cette équipe se retrouve, bon, on sait dans quelles conditions l'équipe se retrouve en première division, mais moi, je crois que c'est la meilleure chose. Quand vous arrivez à garder le même effectif pour une période donnée, ça peut donner des résultats. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe de l'ASK, l'ASK n'a pas fait tellement de recrutement. C'est les mêmes joueurs. C'est les joueurs-là, ils se connaissent. Et quand vous vous connaissez, je crois qu'arriver à un moment, à une période donnée, il n'y a pas trop de solutions, trop de problèmes. Trop de problèmes. Oui, et puis juste pour ajouter un dernier truc, moi je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, le problème de ces clubs-là, j'en avais parlé en notre audition, ce sont des clubs historiques, ça fait un bout de temps qu'ils sont là, donc tout le monde parle. C'est-à-dire qu'on leur met trop de pression. C'est-à-dire eux-mêmes, leurs dirigeants leur mettent trop de pression. C'est-à-dire chaque saison, il faut qu'on monte. Hier, la JCA, Betrobou, Delali, la question de savoir quel est l'objectif, il dit, comme tous les autres clubs, c'est de monter. Il est revenu. C'est le coach, le head coach de la JCA. Pour moi, vous savez, le football, ça ne se fait pas non plus comme ça. Il faut être tranquille. Parce que des fois, enlever la pression aux gens, vous allez voir le résultat. Ouais. C'est mieux, quoi. Sinon, chaque jour... Il faut monter, il faut monter. Donc, et puis ces clubs-là appartiennent à des quartiers. C'est un peu ça le problème. Ah oui, il y a des communautés. On parle de Asfosa, c'est Bé, c'est les quartiers populaires. On parle de Agaza, c'est Tokoin. Vous voyez, quand on parle de l'étoile financière, c'est assez Vito. Vous voyez tout ce qu'il y a autour. Et puis c'est des supporters qui sont exigeants. Oui, mais excusez-moi, mais vous parlez d'Abloga, mais combien de personnes de Bé investissent aujourd'hui au niveau de Asfosa? Mais ils sont prêts à critiquer l'équipe. Oui, même au haut niveau, on voit quand même des preneurs qui prennent les équipes. Maintenant, ce qui doit se faire au niveau de ces équipes, j'ai toujours parlé. Quand on parle de moyens, aujourd'hui, les supporters ne viennent pas sur le terrain, mais quand les supporters vont commencer par arriver sur le terrain, il faut une autre stratégie. Parce qu'on ne veut pas seulement miser sur les tickets. Il faut faire des abonnements aux supporters. Vous avez des clubs identitaires qui ont toujours un grand nombre. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Les socios, c'est ça? Ah oui, c'est un peu... Pourquoi? C'est pourquoi du coup, système Barça, société système sportive. Oui, il faut faire des abonnements. Quand les supporters viendront sur le terrain, parce qu'actuellement c'est le huis clos, on sait que cette saison c'est le huis clos. Maintenant, même si vous n'êtes pas au terrain, vous contribuez quand même. Parce qu'aujourd'hui ces clubs meurent, mais tout le temps on parle de monter. Et les dirigeants aussi n'ont pas de vision. L'équipe qui aurait pu réussir véritablement cette politique, c'est peut-être Simassi de Sokodi. Et il y a Étoile Filante. Voilà, Étoile Filante également. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est que nos dirigeants n'ont pas de vision. La vision, c'est qu'on se tait. Quand la fédération dit la saison est ouverte, c'est là on dit ok, prenez tel joueur.
bon, j'ai un petit frère là qui a un neveu là qui joue bien. C'est ce qui se passe. Et c'est quand l'entraîneur, parfois on ne recrute même pas l'entraîneur tôt. Mais on finit de faire tous ces remaniements là. Et puis après on dit, bon, on a besoin d'un entraîneur. Bon, vous avez quelqu'un là, bon, il vient, on dit d'accord, voilà. On n'a pas de vision. Voilà ce qu'on pourra dire pour cette deuxième division qui a démarré avec déjà une première défaite pour Doumbé, une première défaite pour Bikenti. C'est des clubs qui ont déjà goûté à la première division. Pour Kaka de Doufelgou également. Oui, pour Koto aussi. Oui, Koto également a perdu voilà, sa première journée. Et forcément, cette compétition qui ne devrait pas être trop marathon parce que voilà, il devrait avoir une programmation un peu relaxe selon le calendrier de la Fédération togolaise de football. La D1 ou la D1, c'est selon, on reprend également, Steven, à la 8e journée. Les mêmes équipes, les mêmes terrains qui ont. Alors, Dito avait perdu face à Otière, à Kégué. La fédération remet ça cet après-midi. À Kégué également. Oui, bon, j'imagine que rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est juste le calendrier de la première phase qui est recopié sur la seconde phase. Donc, rien ne va pas changer du tout. Maintenant, c'est aux équipes maintenant de peut-être, on va dire, apprivoiser leur terrain. Parce que quasiment, Tito joue quasiment tout le temps à Kégué. Donc, c'est à eux d'apprivoiser leur terrain. Et puis aussi, je pense que la première journée, Dito a été battu par 2-0 de la SOTR. Donc, il faut prendre une certaine revanche, on va dire. Mais le plus important, comme vous savez, le championnat tire vers sa fin maintenant. Donc, il faut maintenant prendre... Maintenant, c'est encore plus important que la première journée. La première phase, C'est-à-dire qu'il faut prendre le maximum de points. Parce que ça va aller très vite. C'est vrai que le calendrier a été modifié entre-temps. Mais je ne sais pas, avec le report des 2 journées... Il y a peut-être quelques journées un peu... Exactement. Oui, bien sûr. Non, ils vont... Quand je vois le calendrier modifié, on va arrêter à la fin mai et reprendre après les 2 journées des éliminatoires. Ouais, donc ça se coupe un peu. Maintenant, si les 2 journées sont reportées, il y aura encore modification. De toute façon, le PDF est là pour voilà, calendrier modifié. Alors, également, l'entente de rejour à Blogamé face aux Anges de Ngontien, là où justement ils ont passé 4-0. Parce que l'entente ne peut pas jouer au stade municipal, il se dit que là-bas c'est pour l'entente 2, c'est son terrain. Son fief. Et puis c'est Agnekonakwe, c'est donc là-bas. Et puis l'Est Togopo ne peut pas également jouer à Blogamé. L'Est Togopo. Non, mais plus c'est des matchs à huis clos, je ne vois pas cette considération. Et pourtant, d'autres équipes, par exemple, Dito a joué au municipal, Dito a joué. Alors que le terrain. Dito a joué à Agoué. Voilà. Kégué, même, c'est le fief de Dito, c'est là-bas. Dito jouait ces matchs à domicile avant. Donc, moi, je me dis que bon, ce n'est pas un problème en tant que tel. Le stade municipal n'appartient à personne. De toute façon, Lomé n'appartient à personne. Voilà. Tout le monde est villageois. L'essentiel est que oui, ça va reprendre aujourd'hui, mais on verra si c'est par. Est-ce que les équipes auront la même forme comme à la phase aller? On a vu un entrepreneur Gomido de Palimé lors de la première phase. On verra si Gomido va garder ce rythme. Maranatha qui n'était pas tellement en point lors de la phase aller, on verra si Maranatha va revenir. Mais quand on sait que oui, Maranatha a toujours cette habitude-là de jouer beaucoup plus la deuxième phase des championnats. Bon, on verra. Maintenant, est-ce que Dito va réagir face à la SOTR quand on sait que oui, le jeu de Dito, la première phase, ce n'était pas véritablement ça. Mais comparativement à la SOTR, moi, j'étais beaucoup plus séduit par le jeu de la SOTR qui a produit quand même quelque chose sur le terrain. Parce que quand vous voyez cette équipe jouer techniquement et tactiquement, vous comprenez qu'il y a quand même un travail qui se fait donc au sein de cette équipe. Maintenant, l'Est Togopo, oui, elle est attendue parce que oui, la première phase, ce n'était pas véritablement ça. Maintenant que Amenito prend les choses en main, on verra également le travail qui a été fait lors de cette trêve. Dans la partie septentrionale également, il y a également ce suspense là qui est là, Digbodi. Le suspense c'est que voilà, il y a Asco qui est censé quand même peut-être retrouver ses marques. On dit la mayonnaise n'a pas encore vraiment pris. La pâte n'est pas prête. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu 7 journées d'échauffement. Asco avec justement son recrutement, avec ses stars entre guillemets, peut peut-être maintenant commencer à jouer le premier rôle. Vous savez, ça serait compliqué pour Asco. Et Asco, ASIK, Unisport, ça serait vraiment difficile. Aussi. Non, pourquoi je n'ajoute pas encore Semassi? Ça sera peut-être le joker. Parce que aujourd'hui, la phase aller, c'est déjà fini. Tout le monde sait comment
chacun joue en fait. On se connaît déjà. Les joueurs également. Vous parlez d'Asco, entre guillemets, ces stars qu'on ne voit pas. Moi, je ne veux même pas parler de stars. Des joueurs qui ont du vécu, point. Maintenant, on revient à la phase retour. C'est 2 équipes en fait qui sortent. Et ça serait difficile, surtout dans la zone nord. Surtout avec Unisport qui se renforce avec le recrutement de Yelato Sidoué. Ça se voit que les ambitions sont toujours là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu d'autres venus. ASK n'a pas annoncé, ASCO n'a pas annoncé. Pratiquement personne n'a annoncé. Est-ce que c'est Massi a renforcé? Je ne sais pas trop. Donc, personne n'a annoncé si on a eu des mouvements. Et pourtant, ils avaient la possibilité de le faire. Peut-être qu'on va découvrir. On va découvrir tout cela peut-être à l'entame du Donc, ce qui va se passer, que la zone nord sera très complexe. Pour dégager 2 équipes aujourd'hui, ça serait difficile. À chaque match, c'est une finale. C'est une finale. Dans la zone nord. ASCO, quand même, a eu cette journée pour s'essayer. Ouais. Il y a eu des tourneverts, comme on le dit, et ça peut quand même prendre maintenant. C'est le moment, hein, parce que avec l'ambition affichée en début de championnat, c'est le moment justement de montrer, parce que jusque-là, moi, j'ai pas vu grand-chose. C'est vrai, on a annoncé beaucoup de joueurs, mais on ne les voit même pas sur le terrain. C'est ceux qui ont acheté, etc., je ne le vois pas. Les Ivoiriens, les Maliens, tout ça, je ne les vois pas. Ce n'est que l'équipe d'Asco qui était déjà là, qui est en train de performer. Donc, voilà. Donc, c'est le moment pour eux maintenant de sortir et d'aller bousculer cette équipe de l'ASK là qui est bien assise, qui est très bien structurée, qui est très solide, qu'il faut aller chercher. Ça va pas être facile. Et puis, voilà, il y a Unisport également, qui est là, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui joue bien au football. Et donc voilà, cette zone nord-là est très très difficile, on l'a dit. Il y a jusque 2 qui vont sortir. Et il faut aller jouer, quoi. Vous parlez de Semassi, ASK? Oui, je voudrais tout d'abord parler d'Asco qui joue cet après-midi face à Sarah. Oui. Et ce n'est pas la même équipe de Sarah qu'Asco a affronté à la première journée. Sarah a été renforcée tout d'abord sur le plan staff avec l'entraîneur Moukaïla Boubaka qui est arrivé, qui est en train de faire quand même un bon travail. Et qui analyse bien les matchs. Très bien. Il analyse bien les matchs. Très bien, justement. Et maintenant, qui a également retrouvé certains de ses attaquants. Il y a Okwarashika Godwin qui est revenu, qui n'était pas lors donc de ce match. Il a marqué, il a aussi loupé un penalty. Voilà. Donc, je crois que Asco doit faire extrêmement attention à ce match de cet après-midi. Donc, face à Sarah. Maintenant, Semassi, moi, je me dis que Semassi est cette équipe-là qui va véritablement embêter un tout petit peu les équipes de tête. Je voudrais parler de l'ASK, d'Asco et puis de Unisport. Parce que oui, au départ, le début, ce n'était pas véritablement ça pour Semassi, mais on a vu que vers la fin, c'est une équipe qui s'est retrouvée un tout petit peu avec ce travail-là. Adika Komi et Bataba, Doji, et Bataba Balakim, oui, c'est les deux quand même qui arrivent maintenant à mettre en place cette équipe. On voit que oui, Semassi, c'est aujourd'hui gagné, perdre, et avec ce match nul de la dernière journée face à l'ASK, donc ce qui veut dire que Semassi aussi n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat. ASK essoufflé? Non, mais je ne crois pas. Ça fait 2 matchs. Les 2 derniers matchs. L'ASK n'a pas perdu ses matchs. Mais qui a semblé finir sur le retour. L'ASK jouait face à des adversaires qui... De taille. Oui, qui étaient de taille. Oui, à part Unisport que l'ASK a battu 3-0. Mais les autres ont quand même vu l'ASK jouer et se sont préparés en conséquence. Et on a vu le match là entre Asco et ASK. Comment est-ce que ASK mené 2-1 et finalement revenir à remporter, plutôt à faire match nul, 2 buts partout. Donc dans les derniers instants, il faut voir que... ASK menait 2-0. Asco menait 2-0. Voilà, Asco menait 2-0. Et finalement, l'équipe est revenue. Donc, je me dis que l'ASK n'est pas essoufflé, mais il y a toutes les équipes qui vont affronter l'ASK maintenant, vont se préparer pour. Et l'ASK aussi va se préparer pour affronter. Il y aura 7 matchs cet après-midi et puis un match demain, jeudi. Voilà, ce sera Unisport contre, je crois, Koroki. Non, Unisport Asbina de Paris. Ce sera Unisport Asbina. On va finir en foot féminin. Amis du monde devrait retrouver de la compétition. Madame, la dame sur le plateau ici, oui. Alors, vous devrez retrouver de la compétition, vous les dames. Je vais parler des amis du monde qui devraient participer à une compétition zonale. On parle de la Ligue des Champions. Il faut AB, compétition zonale, mais qui devrait retrouver les meilleurs pour une première expérimentation. Alors, c'est quand même déjà bien. Bon, l'annonce, oui. Maintenant, sur le terrain, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'on a arrêté le championnat féminin, je ne me rappelle plus.
Ça veut dire que j'ai oublié quoi. C'est-à-dire c'est long. Ouais, Ça, il y a longtemps. Donc, il y a longtemps. Il y a Le une Une saison qui a duré 3 ans. qui a duré D'abord, 3 ans et qui a sacré Amis du Monde. Oui. C'est cette saison qui a duré 3 ans qui a sacré Amis du Monde. Je n'ai jamais vu ça au Et monde. puis derrière, voilà, il n'y a rien. Et puis derrière, il n'y a plus rien. Et donc, je ne me souviens même plus de la dernière partie de compétition nationale au niveau du football féminin. Maintenant, puisque Amis du Monde a été champion lors de cette saison dont on parle, c'est Amis du Monde, logiquement, qui doit représenter le Togo, à cette compétition qualificative, non, pour Mais avec quel la Ligue des casting? Champions. Oui. Maintenant, on se pose la question, est-ce que Amis du Monde a gardé ses joueuses? Parce qu'il y a certaines qui ont grandi, certaines qui ont pris du poids. Même certaines qui ont eu Qui sont au foyer. Qui sont au foyer. Oui. Et maintenant, je sais qu'Amis du Monde avait des pépinières, c'est-à-dire des jeunes joueuses. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là, elles sont prêtes pour aller en Côte d'Ivoire pour ce tournoi qualificatif-là, pour la Ligue des Champions? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi on a attendu? Parce que cette compétition a été annoncée depuis. Est-ce que ce tournoi, on savait très bien qu'il y avait la Ligue des Champions. Oui. La Ligue des Champions a été annoncée, on le savait. Mais il y a Covid Mais qui était on ne là. savait pas que ce serait une compétition, pas des compétitions zonales. On ne savait pas que ça serait zonal. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ça serait zonal. Mais on ne l'a pas vite annoncé. On n'a pas vite pris les décisions pour pouvoir permettre à Amis du Monde. Maintenant, on est là, on a dit oui, Amis du Monde joue. Moi, je n'ai pas encore entendu un match amical. De Amis du Monde. Comment Amis du Monde va se préparer? Puisque pour l'instant, c'est la D1, D2 qui sont qui préoccupe autorisés. les gens. Oui. Parce Donc, que je le sais reste, pas là, trop ça comment fait ça va partie se des faire. sports de masse. mais- Même la D3. Oui, Grégoire Latif. Moi, je me dis que c'est une compétition organisée par la Confédération africaine de football. Et si on n'est pas prêt, je ne vois pas pourquoi on va s'engager dans cette compétition. Moi, je ne sais pas pourquoi on se La précipite. CAF ou les Amis du Monde? Non, mais c'est le Togo qui a envoyé le nom de Amis du Monde. Moi, je ne sais D'accord. pas pourquoi on se presse. Non, puisque c'est un club, c'est le club d'abord qui se décide de s'engager. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Ami du Monde est prête pour participer à cette compétition? Voilà pourquoi je pose la question. Soyons sérieux. L'Ami du Monde peut faire quand même un casting sérieux, même si c'est Amis du Monde. Voilà. Faire un casting sérieux, même si on fait un casting, même si on décide aujourd'hui de prendre l'équipe nationale féminine du Togo pour aller participer à cette compétition, je vous dis qu'elle ne fera rien dans cette compétition. Mais est-ce que c'est au Togo seulement que les dames ont Mais les dames jouent ailleurs. Non, ailleurs, ça joue. Les dames jouent ailleurs. Au Bénin, il y a Ghana, le il y a un championnat. championnat actuellement. Au Burkina, le championnat se joue. Championnat, donc, Il y a une Togolaise même qui joue au Ghana. Oui, Ah oui, Adinda Apo. donc c'est compliqué. Comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, moi je le dis souvent d'habitude d'ailleurs. Je veux dire, on n'est pas obligé de toujours s'engager. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, on me dit non, si on n'y va pas, comment on va. Mais non, lorsque vous êtes prêts, vous y allez, tout le monde va voir que vous êtes vraiment prêts. Maintenant, bon, ok, si c'est juste pour participer, ok, allons-y. On va prendre des tôles et puis bon, on va dire qu'on va apprendre. Pierre de Coubertin. L'essentiel, souvent, c'est de participer. On aura tout dit pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci à vous, Steven Lavon. C'était un plaisir. Aujourd'hui, je n'ai pas dit Oui. Steve Lawson. Ça commence par venir. Commence par venir. Merci à Grégoire Latif. Merci, Latif. Merci à Edwin Chapedo. Un plaisir. Je suis Latif Yoroma. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour une autre émission débat. Mais déjà, le vendredi, Marc des Sports revient. Restez toujours des nôtres. Vous êtes sur Radio Diena. Les programmes se poursuivent.